Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dispute, la 9e. Et oui déjà, avec la fine fleur de nos chroniqueurs habituels, analyse du pouvoir, chroniqueurs indépendants, plus ou moins conservateurs, plus ou moins libéraux, on verra au fil de la discussion. Avec Catherine Cocchio, toujours de Paris Diderot, bonjour. Laurent Bouvet, toujours présent. Jean-Roland Casselli du site Slate. Et un nouveau qui remplace aujourd'hui Manuel Lemieux du site des influences, Ziad Gibran. Merci de nous avoir rejoints pour des livres un peu costauds quand même aujourd'hui, pour reconnaître. Alors je vous les présente rapidement quand même. Czesław Kolakowski, Comment être socialiste, conservateur, libéral, édité par l'édition des Belles Lettres. Noah Chomsky, Comprendre le pouvoir, l'indispensable de Chomsky, paru chez Lux. Et Kamel Daoud, Mes indépendances, ses chroniques de 2010 à 2016 chez Actes Sud, livre qui est paru déjà il y a quand même 2-3 mois quand même. Alors 3 livres qui n'ont vraiment rien à voir, vraiment rien, ni l'horizon idéologique, la manière d'écrire, enfin il n'y a vraiment rien en partage. Sinon peut-être une chose quand même, c'est que tous les trois quand même ont en commun d'avoir un regard très critique sur leur propre pays. L'anti-américanisme de Chomsky évidemment caractérisé, Kolakowski a un regard assez critique sur la société polonaise aussi, et évidemment Kamel Daoud un regard évidemment très acerbe sur notamment la société algérienne. Pas que, mais quand même. Donc quelque chose comme ça qui les rejoint, pas un antipatriotisme, mais en tout cas un regard critique très fort sur les mœurs politiques dont ils sont eux-mêmes issus. Alors peut-être pour commencer, on va peut-être commencer avec le livre peut-être d'un auteur qui est le moins connu des trois, Leszek Kolakowski, qui est donc un philosophe polonais, exilé en Angleterre très tôt et qui est mort déjà il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en 2009 je crois, et qui est un philosophe spécialiste du marxisme notamment, qui a beaucoup écrit dans la revue Commentaire en France, et d'ailleurs ce livre est issu, consigne plusieurs de ses chroniques parues dans la revue au cours des années 80-90, parce qu'il écrivait beaucoup d'articles dans cette revue, une revue, disons, libérale, plutôt de droite, hein, mais disons libérale. Et d'ailleurs, ce livre-là, de ce point de vue-là, est symptomatique de son mode de pensée, puisque l'idée de cet auteur est d'essayer d'arriver à syncrétiser, à associer, à conjuguer trois traditions de pensée qui peuvent paraître comme ça en apparence, et qui le sont d'ailleurs très opposées, en tout cas très distinctes, le conservatisme, le socialisme et le libéralisme. Alors la question c'est en quel dosage l'un ou l'autre vient dans cette association. Bon, alors on pourrait dire que d'une certaine manière le livre résonne peut-être de manière assez forte aujourd'hui dans l'actualité, parce qu'on peut dire que il y aurait marqué Emmanuel Macron sur le titre du livre, peut-être qu'on ne serait pas complètement décontenancé. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort. Alors, c'est Laurent Bouvet qui a choisi ce livre. Alors, oui. Expliquez-nous pourquoi cet auteur vous semble intéressant et qu'est-ce que vous, dans la trilogie, vous préférez garder comme, disons, motif principal. Alors, Leszek Kolakowski est peu connu en France et bien que certaines de ses œuvres aient déjà été traduites, notamment en partie les 2 premiers tomes de son très grand livre, de son livre majeur sur le marxisme, qui est sans doute un des tout meilleurs livres d'explication, d'exégèse du marxisme, où il reprend le marxisme des origines jusqu'au XXe siècle et où il décrit les principaux courants, les grands penseurs du marxisme, il les analyse, il les décortique, et c'est un philosophe qui est capable, qui est très pédagogique, qui est capable de faire comprendre quel est le sens profond de la pensée d'un auteur, et en même temps d'en montrer les limites, les points aveugles, etc. Il l'avait fait notamment dans un petit livre qui s'appelle Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais c'est un titre qui a été donné à beaucoup de livres, donc en tout cas en anglais c'est son livre où il traitait d'un certain nombre de philosophes comme ça, où il expliquait très rapidement, c'est un tout petit livre mais qui était, que moi j'avais lu, qui était vraiment un plaisir de lecture. En plus c'est quelqu'un qui a un style, c'est un écrivain aussi en fait, hein. Et il fait partie de cette génération, donc pour le présenter rapidement, de la grande école de philosophie polonaise, donc qui était formée en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, et qui, comme beaucoup de ses compatriotes, Bronisław Geremek, Christophe Pomian, qui est aussi en France, Bronisław Baszko, qui est un peu moins connu, bon, qui sont toute cette génération, qui ont été communistes, qui ont vraiment été enthousiastes
dans leur jeunesse, hein, après la guerre, avec le communisme, qui sont devenus anticommunistes, très anticommunistes après 1956. Donc c'est la période, c'est cette génération-là, on en trouve en France avec des gens comme François Furet, etc., Annick Rigel, enfin bon, il y a toute une tradition dans tous les pays, et Kolakowski appartient à cette génération, donc qui, avec la fin du stalinisme, le 20e congrès du Parti communiste soviétique et le rapport Khrouchtchev, donc deviennent anticommunistes. Il est parti de Pologne, et il s'est réfugié, il est resté toute sa vie, même si après il est retourné après 89 en Pologne, il est resté en Angleterre, à Oxford, où il est devenu professeur de philosophie et où il a eu une grande influence sur ce qu'on pourrait appeler, alors là je rentre plutôt dans sa pensée, la grande philosophie libérale, avec le pluralisme au cœur, vraiment, et cette idée. Et là, on rejoint évidemment le titre de ce petit papier qui donne d'un des articles qui est repris dans ce petit recueil d'articles de commentaires, comme vous l'avez dit. Comment être socialiste, conservateur et libéral à la fois. Et c'est vraiment cette idée qui le caractérise, c'est la grande philosophie libérale avec comme valeur fondamentale le pluralisme, c'est-à-dire l'acceptation de pensées différentes, de manières de voir différentes, et la discussion, l'argumentation philosophique, le débat qui permet de rendre les débattants plus intelligents. Et là, on voit bien effectivement que c'est opposé à toute une pensée, la pensée totalitaire, la pensée communiste, le stalinisme, qui refuse le pluralisme, qui impose une vérité, etc. Donc Kolakowski, c'est vraiment le philosophe libéral dans ce sens-là. Alors, il y a cet essai, effectivement, comment être socialiste, conservateur, libéral, qu'il appelle Credo, où il montre très très vite, comme il sait très bien le faire en quelques paragraphes, ce que c'est que d'être conservateur, le credo conservateur, le credo libéral, le credo socialiste, sur la liberté, etc., le collectivisme par rapport à l'individualisme, etc., et où il montre qu'en fait, ce n'est pas incompatible. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a des éléments qui sont des éléments, qu'on pourrait dire, de vérité dans chacune de ces trois grandes doctrines, de ces trois grandes philosophies, qui sont les philosophies de la modernité, qui sont les trois grands courants de l'après-Révolution française. Et Kolakowski, évidemment, est un grand spécialiste, comme tous les Polonais de cette époque-là, évidemment, de la pensée française, en particulier de la pensée du XVIIIe siècle français, et pas que français, parce qu'il a travaillé sur Hume, etc., mais il connaît très très bien tout ça. Et la modernité, on voit là un philosophe de la modernité. Et le libéralisme, la grande philosophie libérale, c'est la grande philosophie de la modernité, mais qui accepte à sa gauche un progressisme plus radical, le socialisme pour aller vite, et à sa droite, une philosophie également issue de la modernité, le conservatisme, qui est l'idée que mieux vaut conserver ce qu'on a, même si ce n'est pas idéal, plutôt que de tout casser pour aller vers un idéal qui serait, lui, quelque chose de supérieur. Donc on a là quelque chose de très, en cette époque que nous vivons, qui est une époque de brouillage des lignes. Et je ne fais pas référence à notre président que vous avez cité en introduction, mais de difficultés avec des mouvements populistes, avec des formes très radicalisées, de revendication de l'identité, comme on en trouve aujourd'hui partout dans le monde. On perd aussi un peu de la valeur de cette modernité philosophique qui nous est normalement commune. Là, avec Kolakowski, on a la fondation solide de cette modernité, avec la critique et l'esprit critique comme élément clé de cet esprit moderne, c'est-à-dire ce n'est pas l'esprit qui nie, c'est l'esprit qui se pose toujours des questions, qui accepte la contradiction pour pouvoir continuer d'avancer. Ne pas rester figé, non pas parce que ça serait mal en soi, mais simplement parce que ça fait partie de la manière dont on peut être plus intelligent et donc plus heureux. Et Kolakowski est malgré une vie difficile, hein, c'est la vie de l'exil, hein, des gens qui quittent le pays communiste, est un philosophe quand même du bonheur, un sceptique qui renvoie malgré tout à l'idée qu'on peut être heureux avec la vie telle qu'elle est, dès lors qu'il y a l'exercice de la pensée. Donc c'est un petit manuel que je conseille à tout le monde. Je cite Emmanuel Macron de manière un peu ironique, mais finalement de manière un peu sérieuse aussi, parce que d'une certaine manière,
le modèle politique dominant à gauche depuis 20 ans en France, qu'on appelle le social-libéralisme, pour le dire vite, qui est lui-même d'ailleurs souvent teinté d'un certain conservatisme culturel, on le voit bien comme dans les débats publics, finalement donne un peu raison de cette manière à Kolakowski. Est-ce que, Catherine, vous êtes sensible à ce syncrétisme-là politique? Ben oui, en même temps, voilà, moi je suis je connaissais pas, j'avais pas encore lu, hein, j'en avais beaucoup entendu parler par des amis polonais qui ont, pour qui c'est une très grande figure hein, de l'intelligentsia polonaise en exil, qui a beaucoup compté, vraiment une grande figure historique. Et puis c'est une figure d'essayiste vraiment attachante, je trouve, avec un humour, une fluidité dans l'écriture, une espèce d'intelligence très vive comme ça, qui est très plaisante. Donc ça m'a intéressée. Ce qui m'intéressait le plus peut-être, enfin il y a plusieurs choses, c'est ce qu'il dit. D'abord cette attention à la contradiction, c'est-à-dire c'est pas tant qu'il faille conserver des choses parce qu'on les a déjà et qu'il vaut mieux le faire, c'est qu'une société peut-elle survivre sans certains éléments conservateurs, famille, religion y compris. Donc il y a quand même une pensée critique qui s'active là-dessus. Donc une manière au fond de mettre à plat cette question-là, de manière presque anthropologique je dirais. Et puis cette manière d'interroger le marxisme, enfin de ne pas attribuer à la théorie de Marx le stalinisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi là qui n'est pas un causalisme brutal que je trouve assez intéressant. Donc, hein, c'est l'analyse de ce qu'il appelle cette étrange histoire d'une idée qui commença avec l'humanisme prométhéen pour finir avec les abominations de la tyrannie. Un élément qui me semble vraiment intéressant, c'est tout ce qu'il dit. C'est un philosophe de la religion par ailleurs. Il s'est beaucoup intéressé au jansénisme, à Pascal, à l'Église au XVIIIe siècle. Il a écrit un livre qui, je crois, est pour lui celui qui comptait le plus, qui s'appelle Horreur métaphysique, à la fin des années 80. Et je trouve que même là, alors c'est pas ça qu'on voit le plus ici bien sûr, mais ça apparaît parce qu'il y a toute cette thématique du religieux qui n'est pas seulement du côté du conservatisme, mais de ce qu'il appelle le diable. En fait, la grande question, c'est la théocratie, et les théocraties modernes, c'est l'aléthéocratie, c'est-à-dire c'est le culte de la vérité, et ça c'est une forme de diabolisme politique, en fait, il l'analyse comme ça. Et il y a toute une réflexion sur la sécularisation, sur les régimes de vérité que je trouve très, très intéressant, et qui est vraiment dans un esprit sceptique, un scepticisme, comme il dit, inconséquent, je crois. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est en effet, c'est de publier ce truc-là en ce moment. Je trouve que ça change beaucoup, parce que c'était aussi un philosophe qui a été dans la gauche antitotalitaire, qui a séduit dans les années 50, 56, Beauvoir, Sartre, etc. Il y a quelque chose, évidemment, qui a évolué dans son œuvre, hein, visiblement, mais je trouve quand même que ça tire cette œuvre du côté néoconservateur, très clairement, pas seulement libéral, il me semble. Et voilà, et on est tenté de regarder parallèlement les numéros de la revue Commentaire qui se publie en ce moment. Dans la dernière, il y a Fumaroli qui se demande comment résister à la décadence. Enfin, ça, Kolakowski n'est pour rien, hein, il est mort. Hein. Oui, mais moi, on parle d'un livre, hein, c'est-à-dire aussi une entreprise éditoriale. C'est pas seulement Kolakowski qui est en jeu, c'est justement la lecture française aujourd'hui, au début de l'ère Macron, de Kolakowski. Je trouve que c'est important de poser cette question. Oui, non, mais il y a une préface d'Alain Besançon. Vous avez raison. Elle est très besansonienne. On n'est pas dans le progressisme débridé. C'est pour ça que par rapport à Macron, on est dans quelque chose d'un peu différent. Il n'y a pas d'aspiration progressiste. Pour Kolakowski, le progressisme ne peut pas être une valeur en soi. Et en particulier parce que précisément, sa grande critique adressée à Marx, c'est finalement cette inscription du matérialisme, enfin le renversement de la philosophie hegelienne, la matérialisation de la philosophie hegelienne. Et ça, pour lui, c'est l'histoire démontre que ça ne peut jamais déboucher sur quelque chose de bon. Donc il faut rester sur des choses beaucoup plus conservatrices au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens défini au moment de la Révolution française par un auteur libéral qui invente le conservatisme, qui s'appelle Edmund Burke, et qui précisément refuse l'artificialité de comme ça, tout renverser, déclarer des droits, etc., parce qu'il faut s'inscrire dans quelque chose qui existe déjà. Donc Kolakowski est un auteur... alors, un auteur, je dirais juste ça, par rapport à ce que disait Catherine à l'instant,
Je ne pense pas que ça soit un auteur néoconservateur. Le néoconservatisme, c'est autre chose. C'est une évolution du conservatisme très particulière. On ne va pas avoir un débat là-dessus, mais c'est je suis d'accord, c'est justement très le fait important. de l'éditer ici en ce Alors, moment, voilà, oui. la revue commentaire, etc. La démarche, oui, bon, le néoconservatisme, c'est très particulier. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas un auteur de droite. Au sens où là, si on le rapporte à la vie politique et au mapping, pour utiliser un mot très français évidemment, à la géographie ou la géolocalisation politique, ce n'est certainement pas un auteur de droite, c'est un auteur qui est ce qu'on appellerait, s'il fallait vraiment le qualifier, un libéral de gauche. Voilà. Ziad Gebran, est-ce que vous avez été sensible à ce libéralisme de gauche là? Alors moi j'ai été sensible surtout à la vertu pédagogique de ce livre. C'est vrai qu'on parle beaucoup, alors le titre est un peu provocateur, il peut faire écho au macronisme, mais au contraire je pense que ça remet un peu de substance dans ce brouillage politique et des idéologies qu'on est en train d'assister. D'un côté avec des gens en tactique politique qui essaient de faire de la triangulation, essaient de tout mélanger pour faire des choses un petit peu cohérentes, et de l'autre côté de certaines idéologies, alors qui ne sont pas forcément celles des années du siècle dernier, mais en tout cas des idéologies qui commencent à remonter. Et je pense que ce livre a la vertu justement de remettre un peu les choses à plat et de donner un petit peu de consistance avec beaucoup de pédagogie effectivement, parce que c'est extrêmement, entre guillemets, facile à lire pour comprendre quelles sont ces trois idéologies, socialisme, conservatisme et libéralisme. La deuxième vertu, c'est aussi le regard historique, parce qu'on a aussi quelques éléments sur le parcours personnel que moi je ne connaissais pas de Kolakowski. Donc c'est aussi assez intéressant de voir à travers le regard de quelqu'un qui a vécu ces événements dans sa chair, dans sa famille, de regarder un petit peu l'impact que ça a pu avoir des événements qu'on a pu oublier. Et puis la troisième vertu que je vois aussi, c'est le retour aussi du philosophe engagé. C'est vrai qu'on en a beaucoup oublié. C'est vrai que c'est un exemple de philosophe engagé du siècle dernier. Ça nous remet aussi un peu en perspective ce qu'on peut voir aujourd'hui comme débat d'idées qui n'est pas forcément du niveau de ce qu'il a pu connaître lui. Et effectivement, comme disait Laurent, sur la liberté, qui est un peu la valeur ultime que Kolakowski défend, et de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui a défendu cette valeur et qu'il faut justement garder peut-être en toile de fond. Alors c'est vrai que ça, c'est intéressant, le livre, peut-être pour la fin, de savoir concrètement, pour le credo, qu'est-ce qu'être socialiste, qu'est-ce qu'être conservateur, qu'est-ce qu'être libéral, et puis avec la conclusion qu'on peut concilier les trois. Mais je pense que ça serait résumer un petit peu ou caricaturer ce que ce livre apporte, plus au niveau pédagogique, pour quelqu'un qui, comme moi, avait peut-être oublié ce genre d'idéologie ou n'avait pas connu ces événements historiques. Très bien. Jean-Laurent? Oui, je suis rassuré parce qu'on est plusieurs à ne pas... vous étiez trop jeune dans les années 80. Voilà. Non, c'est vraiment une belle découverte parce qu'une fois passé effectivement la difficulté apparente de l'auteur, en fait c'est plutôt un livre, une écriture très limpide, très concise, qui, ça a été dit effectivement, aide à clarifier des enjeux politiques en quelques textes assez courts, dans un petit livre très ramassé. Et c'est vrai qu'en miroir, ça indique aussi une certaine production éditoriale un peu inutile à laquelle on est confrontés tous en ce moment. Et bon, ben voilà, je trouve ça brillant et en tout cas pédagogique et à découvrir même avec le décalage temporel, parce que c'est vrai que ça s'inscrit dans une histoire qui est celle de la contestation du totalitarisme par ceux qui l'ont suivi et qui l'ont aimé quelque part. Donc, mais c'est bien de s'en rappeler. Bon, bah écoutez, un auteur au moins peut-être qu'on vous aura permis de découvrir, Kolakowski. Donc, comment être socialiste, conservateur, libéral, c'est les Belles Lettres et Credo qui éditent ce petit livre assez court, qui ne coûte pas cher, je crois, 12 €, je crois. Alors, on va passer à Kamel Daoud, dans un genre très très différent, mais qui lui d'ailleurs est construit un peu sur le même dispositif, parce que c'est des chroniques également qui sont réunies dans un gros livre. Alors là, il y en a beaucoup, là il y en a je crois plus de 200, 282 je crois. Donc, des chroniques qui sont issues du journal dans lequel Kamel Daoud a longtemps écrit, donc le quotidien d'Oran, qui était un des grands quotidiens algériens, et sa chronique était très populaire, parce que je crois que c'était un des journalistes les plus lus en Algérie, et il est devenu évidemment, même en France, depuis maintenant quelques années, notamment depuis son roman Meursault contre enquête, extrêmement populaire. Je l'ai même vu dans une rencontre publique avec Jean-Luc Nancy, un face-à-face au Institut du Monde Arabe. Il y avait une foule, c'était impressionnant de voir autant de monde, et je me suis dit, là il y a quelque chose quand même qui est important chez lui, il y a une autorité là qu'il a construit depuis 2-3 ans qui est assez impressionnante. Alors ces chroniques sont Mes indépendants, ça s'appelle, sont évidemment assez symptomatiques de sa démarche intellectuelle, de sa volonté de raconter l'actualité de son pays, parce qu'il parle beaucoup de la société algérienne, notamment du régime algérien, de sa délicatesse,
déliquescence, mais évidemment également du statut de la femme, la question évidemment de l'islam politique, avec une plume très très belle, hein, c'est un styliste, c'est quand même un écrivain, enfin vraiment quoi, c'est un journaliste qui est impressionnant. Bon, évidemment vous vous souvenez tous des polémiques auxquelles il a été mêlé ces dernières années, notamment la dernière en date qui a beaucoup agité le débat public, notamment intellectuel en France, puisque suite à une chronique dans Le Monde où il faisait une analyse, disons, assez orientée de la question de la violence et du statut de l'homme arabe suite à la nuit de Cologne où des femmes avaient été agressées, une bronca était sortie dans le monde intellectuel, puisque un texte réunissant pas mal de chercheurs, notamment de sciences sociales, avait un peu critiquer, disons, la manière dont il aurait, soi-disant, un peu essentialisé, d'une certaine manière, l'homme arabe. Voilà, bon. Et donc il a été assez, je crois, lui-même assez heurté par cette attaque, au point qu'il a voulu arrêter le journaliste, etc. Donc on voit bien que... Et puis il a été, évidemment, avant ça, soumis à une fatwa également, aussi en Algérie. Donc c'est quelqu'un qui irrite beaucoup, qui a des ennemis, et qui, évidemment... maintient sa volonté de liberté, et suffisamment le titre Mes indépendances, c'est une manière pour lui aussi d'affirmer son indépendance d'esprit d'une certaine manière, et notamment son indépendance vis-à-vis de ce qu'il appelle lui une pensée, disons, homogène, omnipotente en Algérie. Il estime qu'il est important de lutter contre ça. Catherine Cocchio, c'est vous qui avez choisi ce livre, expliquez-nous pourquoi. Moi je voulais le lire en fait, je me suis dit c'est une bonne occasion de le lire, hein, parce que moi j'avais entendu parler de Kamel Daoud, évidemment comme tout le monde, souvent, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et je me méfie a priori un peu de la posture du provocateur quoi, qui fait scandale et dont les médias font monter comme ça la figure, justement. Et puis, en fait, j'ai été vraiment impressionnée par ce livre. Je trouve qu'il est... Il fait respirer, il y a quelque chose qui se passe quand on le lit qui est assez exceptionnel dans la littérature algérienne, qui tient à ce genre de la chronique. Il est visiblement pas le seul. Il y a une préface très intéressante de Sid Ahmed Essamian, qui lui aussi a publié un livre de chronique il y a une dizaine d'années, et qui fait un beau portrait de lui, qui rappelle les fameuses années, horribles années en Algérie 90, au cours desquelles ils sont montés au créneau en quelque sorte, hein, donc dans une atmosphère de violence terrible, hein, et dont on sent en fait, c'est plus que la trace, la marque, il est plein d'une violence ambiante, hein, qui est celle du pays où il vit, hein, de l'histoire d'où il vient. Mais c'est une violence qui lui vient d'une rupture radicale, d'une espèce de désir d'émancipation radicale qui lui fait rompre avec cette violence historique-là. Il y a un désir de sortir de l'histoire, comme il dit avec un grand H. Hein. Je ne veux plus de l'histoire, elle veut toujours ma mort et mes mots. Comment écrire sans être sommé, parce que tout passe par la langue, par ce qu'il appelle le rêve, hein. Je rêve de la libération du verbe et du rêve algérien. Je rêve de sortir de cette prison qui a le dessein d'une confrontation sans fin. Là, la confrontation sans fin et la prison, c'est pas seulement l'Algérie, devenue planète d'Allah, c'est le lien franco-algérien. Et je trouve que là-dessus, sur la relation franco-algérienne, c'est extrêmement précieux, parce qu'il met les pieds dans le plat, il utilise volontairement des mots extrêmement violents, hein. On voit très bien qu'il force le trait et qu'il le sait parfaitement, ça fait partie de son exercice de style, hein, et de cette espèce de transe dans laquelle il se met visiblement chaque matin pratiquement, hein, pour écrire. Et je trouve que ça a des effets comme ça de dégagement très précieux. C'est aussi un travail d'écriture intéressant. Il fait très clairement la distinction entre l'ego, hein, de Kamel Daoud et le jeu du chroniqueur, qui est un jeu littéraire. Il est très clair là-dessus. Je trouve qu'il a vraiment une poétique comme ça de la chronique très forte. Et je trouve que ses positions sur le soutien à la révolution tunisienne, le soutien à la révolution syrienne, dès le début de la répression de la révolution syrienne, hein, en 2011, il parle avec la plus grande violence, hein, du boucher de Damas, de la planète Bachar, encore une autre planète, hein. Il dit ce qui se passe en Syrie est horrible, presque inexplicable par le politique. Et c'est cette question-là, en fait, qui est intéressante, je trouve aussi, c'est qu'on explique ce qui est à peine politique, ou ce qui relève du politique et de l'extrême violence, par autre chose que du politique. Alors souvent, il y a le vocabulaire de la psychanalyse, en fait, hein,
névrose, psychose, paranoïa, ça apparaît très souvent. Ça fait partie des mots qui vont vite, parce que c'est son art d'aller vite, même si, comme il dit, il a voulu prendre le temps, et même si, comme il dit, sa chronique, c'est une espèce de prière. Moi, je trouve aussi très précieux que ce monsieur qui fait scandale fasse scandale chez lui, c'est-à-dire soit resté, comme il dit, ni m'exiler, ni me prosterner. C'est évidemment une posture très, très courageuse. Et c'est assez exceptionnel, en fait, de parvenir à faire sortir cette parole-là, avec tout ce que ça suppose de risques, et de procéder comme ça, comme au fond dans la tradition des grands chroniqueurs, des grands polémistes, à la Peggy, Krauss en Autriche, etc., de procéder au mot à mot. C'est-à-dire, je prends une image à la télévision, je prends une formule dans le journal, je la décortique et je fais, et voilà, il y a quelque chose qui se fait, qui prend son élan à chaque fois. Et j'ai trouvé ça, des arrêts sur image aussi, justement, lorsqu'il voit un jeune homme embarqué dans un camion de militaire, un jeune Syrien embarqué dans un camion de militaire. Il y a un très très beau texte. Il y a vraiment des textes, c'est des textes très courts à chaque fois, qu'il écrit pratiquement tous les jours ou tous les 2-3 jours. Et c'est fort, quoi, à chaque fois, ou très souvent. J'ai trouvé ça, vraiment, j'étais surprise, impressionnée. Laurent Bouvet, vous avez été touché? Oui, c'est quelqu'un que j'admire, tout simplement parce que son courage, son combat, c'est grâce à des hommes comme ça qu'en Algérie, mais nous aussi, on tient encore face à un drame terrible que vit ce pays, parce qu'on a beaucoup parlé avec les révolutions arabes de différents pays. L'Algérie n'a pas connu de révolution arabe, puisqu'elle a connu ses années noires, sa deuxième guerre d'Algérie, comme on dit là-bas, sa guerre civile dans les années 90, où il faut bien se rappeler que on a eu face à face ce qui a été le scénario qu'on a retrouvé, dont parle Kamel Daoud en Égypte plus tard, etc., de l'islamisme qui tente de prendre le pouvoir, et des militaires du régime autoritaire qui les en empêchent. Et ça crée un bain de sang avec la population au milieu. Et il y a eu des centaines de milliers de morts, ça a été terrible. Et, voilà, donc c'est une matrice aussi de l'Algérie, de ce qui s'est passé sur différents autres théâtres. Aujourd'hui, évidemment, on a la Syrie. Mais voilà, donc Kamel Daoud, c'est quelqu'un qui est... moi, j'en ai entendu parler il y a déjà plusieurs années, qui m'a toujours beaucoup impressionné. Dans ce recueil de choix de chroniques, il a écrit plus de 1000 chroniques, et donc là on en a une petite partie. On voit à la fois, bon, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, et avec quoi je suis tout à fait d'accord, le style extraordinaire, enfin il y a vraiment c'est un art, la chronique, et il le maîtrise parfaitement, la diversité des sujets, et on voit se dessiner aussi une pensée. C'est-à-dire que c'est pas un penseur, un philosophe, mais on voit se dessiner une pensée, et une pensée qui est une pensée précisément qu'on pourrait dire de la ligne de crête, entre deux refus. Le refus, bien sûr, de l'islamisme, d'un islam qui serait perverti par sa radicalisation politique, d'un islam devenu idéologie, c'est ça l'islamisme. Et puis de l'autre côté, le refus aussi, on en parlait avec Kolakowski, mais enfin il y a quand même des liens de l'autoritarisme en politique, de la dérive, pour empêcher une dérive d'une autre dérive. Donc on est là dans quelque chose, et c'est une situation qui est la situation, non pas simplement de tellement de pays arabes aujourd'hui, mais de tellement de populations dans le monde. Enfin, c'est une question absolument fondamentale. Et il est presque devenu un philosophe de cette question, en montrant qu'elle peut être justement au nom de la liberté. Et moi, je le rapproche. Vous disiez au début, il y a pas forcément de lien entre les auteurs. Entre ces deux auteurs, moi je vois un lien justement autour de cet amour de la liberté, qui est une philosophie. La critique de la vérité. Et la critique de la vérité. La critique de l'ordre, que ce soit l'ordre religieux de la vérité ou la vérité en politique. Voilà. Et alors un mot sur Cologne, parce que là, j'en reviens à quelque chose peut-être de plus personnel, d'un rapport plus direct. Il se trouve que quand Kamel Daoud a été attaqué pour ses différentes chroniques, en fait il a fait plusieurs papiers sur Cologne, dont un qui avait été republié dans Le Monde, suite à une pétition d'un certain nombre de collègues, anthropologues, etc., pas les plus connus, on va dire, c'était des noms peut-être un peu moins connus que d'autres, de l'EHESS notamment. Avec quelques autres collègues, on avait justement défendu Kamel Daoud. Et pour cela, il faut lire ce qu'il a écrit, parce qu'il y avait eu une manipulation quand même. Ce qu'il a écrit sur l'homme
musulman sur la frustration sexuelle, etc. C'est très particulier. Il écrit dans un contexte très particulier qu'il connaît bien. On avait vu la place Tahrir en Égypte. C'est là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il écrit sur ce qui s'est passé à Cologne? Et c'est pour ça qu'on l'avait défendu de manière un peu vive dans le débat. Il y avait une polémique entre collègues parce que voilà, c'était qu'est-ce qu'il écrit à la fin de sa chronique du lundi 18 janvier 2016, la colonisation du monde, qu'il met en rapport à la colonisation. Colonisation. Il explique, il dit, pardon, je cite, « Les faits tragiques et détestables survenus dans cette gare sont venus cristalliser une peur, un déni, mais aussi un rejet de l'autre. On y prend prétexte pour fermer les portes, refuser l'accueil et donner de l'argument au discours de haine. La colonisation de Cologne, donc, c'est cela aussi, une peur qui convoque l'irraisonnable et tue la solidarité et l'humain. » On est juste au moment de la crise des migrants. Donc Kamel Daoud n'est pas celui qu'on a dit dans cette pétition contre lui, celui qu'on a montré du doigt comme un culturaliste, un identitariste, etc. Ceux qui ont fait ça portent une responsabilité. Alors ce sont ce que j'appelle la position du pétitionnaire, c'est-à-dire qui est tellement appréciée aujourd'hui par beaucoup de gens, notamment bien à gauche et très à gauche, qui pétitionnent chaque jour. Parce que vous passez à la pétition contre Nataliani, je suis sûr. Il y en a tous les jours aujourd'hui. Et on ne sait plus où donner de la tête. On s'aperçoit qu'il y a des collègues, parfois ils en signent plusieurs par jour. Donc c'est l'amour, la pétition, la position du pétitionnaire. Oui, enfin c'est un peu plus que ça. On dénonce, on salit, on dénonce, on désigne, on coupe des phrases, on fait dire à quelqu'un ce qu'il ne dit pas. C'est vrai que la fin avait été coupée. Kamel Daoud, voilà ce qu'il dit, on le lit. Voilà. Donc c'était aussi une occasion pour... Mais c'est surtout qu'il a le droit de le faire, remettre parce qu'il est là-bas. Lui, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que, en effet, si on se met à transformer ça en un concept, la misère sexuelle de l'arabe, ça va... mais le malentendu, c'est que des chercheurs comme ça prennent ça et sortent ces mots-là de ce contexte de la chronique littéraire, parce que ça, c'est vraiment une espèce d'erreur énorme, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Mes amis, à ma gauche, je vais enchaîner là-dessus, effectivement, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, c'est difficile d'être indifférent au statut de Kamel Daoud, qui est nous, c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant, notamment sur le web, d'avoir des blogueurs stars ou des tweetos énervés. Voilà, on se rappelle qu'être éditorialiste engagé, ça peut aussi être menacé de mort et c'est pas exactement la même, la même activité ou le même quotidien. Et donc c'est intéressant quand même de le soulever. Et c'est d'autant plus intéressant de voir comment le fameux texte de Cologne de Kamel Daoud a été reçu dans le contexte français, qui a un contexte intellectuel médiatique relativement apaisé, enfin, où on ne risque pas vraiment sa vie quand on publie un texte ou son opinion. Et c'est vrai que la violence symbolique que j'ai trouvée de certaines attaques était d'autant plus gênante pour quelqu'un qui, au quotidien, en fait, est confronté à des enjeux autrement plus... Ça venait d'anthropologues. Oui, voilà, des enjeux autrement plus graves et cruciaux. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti un certain malaise sur ces attaques qui sont effectivement récurrentes, sur ces sujets difficiles. Et donc c'est bien qu'on puisse le lire dans son contexte, enfin sans tronquer ses phrases et de se rappeler ça aussi peut-être du décalage qu'il peut y avoir entre certaines visions un peu intellectualisantes, un peu effectivement surplombantes et la réalité sociale qui était décrite dans ce fameux article de Kamel Daoud. Il peut y avoir des usages catastrophiques en France de ce qu'il a dit. C'est-à-dire que si d'un côté comme de l'autre, ça peut être tiré vers quelque chose qui n'est pas lui. Que lui-même refuse. Ouais, il le dit très clairement. Très clairement. Ouais. Il refuse précisément d'être utilisé dans un autre contexte, dans un sens ou dans l'autre. Et il a entièrement raison. Et c'est vraiment quelqu'un d'une grande probité, d'une grande honnêteté intellectuelle. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est un peu le bémol que moi j'apporterais à ce livre. C'est vrai que c'est très intéressant et que si on connaît Kamel Daoud, on comprend son intention dans ses chroniques et dans cette tribune qui a été reprise dans Le Monde, mais c'est pas du tout contextualisé justement dans ce livre. C'est que si on connaît, évidemment, on comprend que Kamel Daoud n'avait pas d'intention d'avoir ces idées-là, mais là on replaque en fait successivement plein de chroniques qui sont un petit peu
Alors pas décousu, parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de livres de chroniques, c'est intéressant de les lire dans l'ordre, parce qu'on voit justement l'évolution du monde arabe de 2010 à 2016. C'est impressionnant également de voir du printemps arabe jusqu'à la crise des migrants, en passant par la crise en Syrie et puis le terrorisme en France. Donc c'est intéressant de les lire dans l'ordre, mais il n'y a pas de contextualisation. Donc je pense que la personne qui a des mauvaises intentions, vous êtes Kamel Daoud, n'est pas forcément convaincue par cet exercice où on a remis toutes les chroniques bout à bout sans forcément de mise en contexte. Alors le dernier article, la dernière chronique explique un petit peu pourquoi il a voulu faire cet exercice. Donc ça permet d'apporter une première réponse. Moi, c'est le seul bémol que j'apporte, c'est ça. Et puis la deuxième chose que je trouve intéressante dans Kamel Daoud, c'est contrairement à beaucoup d'analyses aujourd'hui sur cette région du monde qui est assez compliquée, c'est que son prix, c'est pas l'islam, même si l'islam est très intéressant, très présent, c'est l'arabité en fait. C'est le monde arabe plus que l'islam qui est décrit dans ce livre. Et on voit justement l'évolution de ce monde arabe avec le prisme algérien, parce que c'est ce qu'il connaît et où est-ce qu'il est. Mais il ne faut pas mélanger l'islam et l'arabité. Justement, c'est pour ça que c'est la misère sexuelle de l'homme arabe et pas l'homme musulman qui avait été pointé du doigt, parce que c'est une vraie vision, un vrai diagnostic de la misère intellectuelle du monde arabe qui décrit aussi en creux dans ces chroniques-là. Très bien. Bon, on voit bien que c'est un livre qu'on vous conseille vivement. Donc Kamel Daoud, Mes indépendants, c'est chroniques de 2010 à 2016, c'est Actes Sud qui édite ce livre. Voilà, un gros livre, mais vraiment important. On va passer au dernier livre de la journée. Alors là, on passe à un autre spectre politique. Disons qu'on a commencé avec un socialisme, disons, bon teint, plus progressiste, un peu libéral. Là, on arrive à l'extrême gauche radicale, parce que Noam Chomsky, l'auteur en question, qui donc publie Comprendre le pouvoir, donc indispensable de Chomsky, c'est des recueils de textes, en fait, publiés depuis 30 ans, donne un peu l'idée de la pensée, entre guillemets, de cet auteur, dont je rappelle qu'il est avant d'être une figure, disons, intellectuelle engagée dans le débat américain, est d'abord un linguiste quand même, parce que il est considéré comme un des grands linguistes, disons, du monde contemporain, parce qu'on parle même de la révolution chomskienne sur la linguistique moderne. Mais c'est vrai que, bon, là, on s'intéresse plus, disons, aux politiques, enfin, disons, à l'acteur intellectuel, qui est une figure vraiment marquante, clé, j'allais dire, de l'extrême gauche américaine, qui aujourd'hui est une figure assez culte, même l'extrême gauche française a souvent, disons, mobilisé les ressources de Chomsky. Des films, documentaires sont sortis depuis longtemps. Bon, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup, évidemment, pensé la critique de l'État, parce que c'est un grand libertaire, on peut dire comme ça, c'est un anarchiste avant tout, et évidemment de l'Amérique, et disons du modèle politique qui brocarde, évidemment, depuis toujours. Notamment dans ces opérations militaires, économiques, bon voilà. Donc comprendre le pouvoir, disons, c'est une manière un peu pour lui, pour le lecteur de plonger, de comprendre un peu mieux, disons, un cadre idéologique. Est-ce que vous avez été sensible? Alors je vais commencer par toi, Ziad, parce que c'est Emmanuel qui les influences qui l'avait choisi. Est-ce que en quoi ce livre pourrait intéresser nos auditeurs, nos spectateurs? Alors moi j'ai un peu de mal avec avec Noam Chomsky. Alors il faut savoir que c'est la compilation de 3 tomes qui avait déjà été publiée sur des échanges que Noam Chomsky a pu avoir avec 10 militants dans le cadre de différentes conférences qu'il a données. Pour moi c'est un peu le condensé de ce qui se fait alors pas de cliché parce que c'est trop réducteur par rapport à ce qu'a apporté Noam Chomsky effectivement au monde universitaire, mais c'est un peu effectivement tout ce qui est cliché dans la contestation du monde occidental. Du monde occidental, du capitalisme, du monde américain, même s'il y a plein effectivement de critiques qu'on peut faire. Je trouve que dans des circonstances aujourd'hui un petit peu troublées, dans un monde aujourd'hui où on a peu de réponses claires sur beaucoup de choses, beaucoup de questions, je pense que ça alimente, alors c'est peut-être un peu caricatural, un petit peu aller trop loin, mais ça alimente beaucoup les théories du complot, je pense, de relire Noam Chomsky, en tout cas ce livre de Noam Chomsky aujourd'hui, puisqu'il voit le mal partout, il voit la main invisible de l'oncle Sam un peu partout. Alors je sais que Laurent voulait lire des extraits sur des pays qui ne sont pas forcément... moi, ce qui m'a marqué, c'est Cuba. Il décrit le modèle cubain comme un modèle extrêmement vertueux, où il y a un système de protection sociale extrêmement efficace et égalitaire. Alors, je veux bien trouver un Cubain qui puisse témoigner là-dessus. Donc voilà, moi j'étais un petit peu gêné. Après, le fait qu'il ressorte aujourd'hui, et moi je l'ai trouvé en librairie, il était plutôt bien positionné, ça pose quand même question aussi sur savoir comment se livre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des vraies questions qui se posent et des gens qui peuvent trouver des réponses de Noam Chomsky. Donc il y a une vraie interrogation aujourd'hui sur le modèle dans lequel on vit, dans lequel on évolue. Et alors j'aimerais que ce soit pas Noam Chomsky qui réponde, que d'autres penseurs ou d'autres intellectuels y répondent. Mais ça montre en tout cas qu'il y a des questions qui sont ouvertes. On voit Bernie Sanders aussi aux États-Unis, le succès que ça a eu aux États-Unis, mais aussi en Europe.
montre qu'il y a quand même aujourd'hui une brèche qui est ouverte, enfin ce qui est très sain, mais dans la contestation de notre modèle actuel. Et voilà, j'aimerais pas que ce soit Noam Chomsky, en tout cas, qui donne toutes les réponses à ces interrogations. Oui, c'est vrai que le mot qui fâche, complotisme, a été lâché. C'est vrai que c'est d'autant plus ironique qu'il y a tout un passage sur le danger de la pensée complotiste dans les échanges avec Noam Chomsky. Bon, si on débarque dans la pensée critique avec ça, c'est difficile de pas effectivement de pas suivre une pente complotiste dans l'interprétation qu'on fait de ces analyses, puisqu'en fait il a réponse à tout. Que tout est la faute effectivement du pouvoir industriel, militaire américain, et que le hasard, la coïncidence n'ont jamais de place, et donc c'est une vision très finaliste de l'histoire, et dans laquelle les coupables sont toujours les mêmes, et il n'y a aucune surprise. Donc c'est vrai que c'est très rassurant, parce que dans une époque troublée, effectivement, ça permet de plaquer une grille interprétative qui marche avec tout, en toute heure et en tout lieu. Je comprends que ce soit très rassurant et apaisant comme livre de chevet. Je ne suis pas certain que ça nous apprenne quelque chose sur le monde dans lequel on vit. D'autant que tu l'as dit, c'est une grande figure, conscience de la gauche intellectuelle, surtout que depuis que Bourdieu est mort, c'est un peu celui auquel elle se raccroche comme grande figure universitaire contestataire. Et je ne suis pas sûr qu'on gagne aujourd'hui à continuer à lire sans recul critique, en tout cas, ces analyses qui ne sont pas toutes inintéressantes, loin de là, mais qui sont vraiment très décalées en termes de niveau avec ce que Chomsky est en tant qu'universitaire, linguiste. Catherine. Oui, moi en fait j'avais essayé de lire lorsqu'ils étaient sortis, j'en avais acheté 2, puis ça m'avait été un peu tombé des mains, parce qu'en effet c'est très très répétitif. Je pense quand même que ça a une vertu aussi de chronique à la limite, c'est-à-dire qu'il prend des faits et il a ce travail de démasquage à chaque fois. Donc ça sert à ça aussi, ça sert à faire ça tout le temps, à tout endroit, etc. Mais moi j'ai du mal avec cette forme en plus là de l'entretien qui est un truc d'entre-soi. Alors il y a l'entre-soi américain, mais ça c'est intéressant, c'est une histoire de l'Amérique en quelque sorte aussi, de la décennie des années 90. Mais l'entretien, c'est vraiment l'entre-soi des progressistes. C'est pas les anarchistes d'ailleurs en fait, parce qu'il fait même une critique de l'anarchisme à un peu plusieurs reprises. D'ailleurs, il critique l'entre-soi de la gauche américaine. Bah oui, mais là, on y est. Là, les disciples qui demandent aux sages comment faut faire pour se mobiliser, c'est assez dur, quoi. Alors, il y a le livre, en fait, il est très daté, c'est ça qui est impressionnant. Ça se date rapidement, quoi. Dans ce qu'il dit sur le terrorisme, en particulier dans les pages 600, etc. Et il se moque de la peur du terrorisme aux États-Unis. Enfin, là, ça date d'avant 2001, en fait. Oui, c'est ça. C'est jusqu'à 99, si je ne me trompe. Voilà, donc, et alors, bon, je ne parle pas, parce que Laurent va le faire, de ce qu'il dit sur la Corée du Nord, et pire encore de Pol Pot. Mais là, on a vraiment... Non, mais là où on peut quand même lui savoir gré, de lui reconnaître un intérêt, c'est que c'est un des premiers penseurs à avoir critiqué le néolibéralisme aux États-Unis dans les années 80-90. Voilà, moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a fait un travail critique utile, très souvent, qui a démasqué en effet des choses. Mais il y a aussi quelque chose qui me semble juste dans la fin du livre en particulier, lorsqu'il parle de l'humeur préfasciste des États-Unis. Je trouve que ça, par contre, ça résonne sacrément aujourd'hui. Je vais lire un tout petit bout. Prenez Nixon par exemple, un escroc manifeste, mais au bout du compte, il n'a pas causé tant de tort que ça. Par contre, si quelqu'un du genre de Hitler se présente, qui ne veut que le pouvoir, pas de corruption, très droit, qui fait paraître le tout séduisant et qui dit « nous voulons le pouvoir », alors nous aurons tous de gros ennuis. Jusqu'à maintenant, la bonne personne ne s'est pas présentée aux États-Unis, mais tôt ou tard, quelqu'un va adopter cette position. Dans ce cas, ce sera extrêmement dangereux. Est-ce qu'il pense à Trump, à votre avis? En tout cas, on y pense beaucoup quand on le lit rétrospectivement. C'est saisissant même. Mais sinon, il y a une vision de l'histoire où systématiquement il diminue le rôle des individus. C'est pas Martin Luther King, c'est pas Rosa Parks, c'est pas Gandhi qui ont été importants. C'est les militants derrière qui ne laisseront pas de traces, etc. Donc bon, en effet, c'est important de rappeler cette dimension-là, mais enfin, c'est tellement systématique oui, on s'ennuie un petit peu. Enfin, Laurent Bouvet, je pense que vous avez été. Oui, enfin, il faut Chomsky, c'est quelqu'un dont la vision du monde, et c'est très bien reproduit dans ses textes qui datent d'avant 2001, est né dans les années... Enfin, la vision politique, la conception politique est née dans la gauche radicale, dans le mouvement, ce qu'on appelait the movement, dans les années 60, c'est-à-dire l'Amérique de la contestation.
l'Amérique de la contestation par les étudiants, de l'ordre de la société de consommation, de l'ordre américain, du Vietnam évidemment, derrière le mouvement pour les Noirs, pour les femmes, pour les homosexuels, etc. etc. C'est l'Amérique de la contestation, c'est le penseur de l'Amérique de la contestation, lié à un élément qui est très présent, d'où évidemment sa pente complotiste qui s'est développée depuis, qui est, à partir de son travail linguistique et de l'Amérique de la contestation, la manipulation par les médias. C'est-à-dire c'est un grand penseur critique des médias. Ah oui. Il y a toute une critique des médias chez Chomsky qui est fondamentale sur l'usage, évidemment par rapport à la linguistique, l'usage des mots, l'usage sémantique, les dispositifs, etc. Donc ça c'est très très important puisque c'est par là qu'il va venir dans les images montrées de la guerre du Vietnam, etc., à la contestation et à montrer comment on nous ment. Et si on nous ment, pourquoi on nous ment? Parce qu'on manipule la réalité, parce qu'il y a un dessein américain et derrière occidental qui est la domination, qui est la prédation des ressources, etc. etc. C'est même un des ressorts qui a fait que Chomsky était très connu en France. Daniel Mermet et compagnie Bien sûr. ont beaucoup... très lié à... C'est par la critique des médias. Voilà, critique média, Et on retrouve d'ailleurs son lien à Attaque, Oui, au mouvement Attaque, Monde ouais. diplomatique, avec la critique des médias, etc. Donc tout ça est... Il dit voilà. quand même qu'on utilise trop la catégorie du complot. Hein. Il y a une Oui, il y a une partie sur le ouais. complotisme, parce qu'il en est très conscient et ça fait partie, parce que pour lui, le complot, c'est le complot aussi d'extrême droite, c'est le complot du gouvernement, des agences, etc. Bon. Alors, le problème de ce prisme qui a fait de Chomsky, du grand linguiste qu'il était, la grande figure de la contestation politique de la gauche radicale américaine, c'est qu'évidemment, il va, à partir des années 70, épouser toutes les causes dans lesquelles il y a de l'anti-américanisme possible. Et ça va être le cas, comme on l'a vu d'ailleurs aussi sur d'autres terrains. On se rappelle par exemple de Foucault avec l'Iran, chez nous. Il n'y avait pas... Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a... Et j'avais retenu quelques passages, parce que moi, c'est quelque chose... J'avais aussi lu le volume quand c'était sorti dans l'autre édition, il y a bien longtemps, j'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque, mais sur Pol Pot, pour que les gens se rendent compte quand même de ce qu'il dit. Il dit... je lis, ainsi, s'il n'est pas simple de calculer le nombre de décès qu'on doit attribuer aux États-Unis durant la période de Pol Pot, donc au Cambodge, c'est manifestement un grand nombre. Lorsqu'on anéantit le système agricole d'un pays et que l'on déplace 1 million de gens de chez eux vers des villes où ils deviennent des réfugiés, bien sûr que beaucoup de gens vont mourir. Et la responsabilité de leur mort n'est pas celle du régime qui a pris la suite, mais bien celle de ceux qui ont tracé le chemin ainsi. Et après, il explique comment les États-Unis, avec la guerre du Vietnam, ont provoqué l'arrivée des Khmers rouges au Cambodge et le génocide. Et le titre, c'est génocide entre guillemets, les États-Unis et Pol Pot de cette conversation. Bon, il a un passage, je vais vite sur Cuba, ça a bien été dit, voilà. Et puis simplement, je voulais lire aussi rapidement le petit passage dans la fin d'une chronique sur la Corée du Nord. Par ailleurs, la Corée du Nord est dans une situation désespérée en ce moment. Politiquement, elle est cernée de toutes parts et se donne beaucoup de mal pour s'extraire de son total isolement. Elle met en place des zones de libre-échange et essaie de s'intégrer au système économique international, ce genre de choses. On voit le côté... voilà, il ne connaît pas très bien. Il semble que ce soit une tentative pour aller dans ce sens. Ce n'est ni intelligent ni justifiable, mais c'est l'une de ses motivations et nous devrions au moins essayer de comprendre cela. Quant à l'inquiétude des Occidentaux au sujet des armes nucléaires, elle est de toute évidence extrêmement sélective. Tout le monde se fiche du fait que les États-Unis possèdent l'arme nucléaire. Tout le monde se fiche qu'Israël possède l'arme nucléaire, tant qu'elle ne se trouve pas entre les mains de pays que nous ne contrôlons pas, comme la Corée du Nord. Je crois qu'il s'agit là de véritables problèmes dissimulés derrière la controverse de ces jours-ci. Il parlait d'un épisode voilà. Donc on est là-dedans en permanence. C'est pas du complotisme. Même si, voilà, on peut tisser des liens, mais on le tangente, comme on dit. Mais ça devient, quand c'est reçu par quelqu'un qui n'a pas sa culture et sa connaissance historique, ça devient une forme de complotisme. Mais ça le conduit à des aberrations. Son anti-américanisme, cette espèce de haine de soi de l'Amérique, le conduit à dire n'importe quoi sur des sujets qui sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup à dire et dans lesquels les États-Unis ont des responsabilités. Oui, il ne s'agit pas de... tout à fait n'importe quoi. Sur un certain nombre de sujets, il va vraiment très loin et il dit n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas responsables d'un certain nombre de situations. Okay. On peut en faire la critique. Mais bon, Chomsky, comprendre le pouvoir, je pense que ça ne convaincra que les plus radicaux d'entre vous. Les plus convaincus. Voilà, c'est paru aux éditions Luxe Éditeur. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Rituel oblige, on vous demande un petit coup de cœur rapidement.
avant de partir en vacances? Qu'est-ce que, bah tiens, Ziad, qu'est-ce que tu as lu qui t'a plu récemment? Alors moi, c'est pas un essai, c'est le 3e tome de Vernon Subutex, de Virginie Despentes. Ouais, bien sûr. Parce que même si c'est pas un essai, c'est un roman en 3 tomes, ça reflète bien justement la société dans laquelle on est. Il y a pas mal d'indices justement pour comprendre l'évolution de la France. Et le 3e tome par rapport aux 2 autres est encore plus en rapport avec l'actualité, avec des vraies références voilà, beaucoup plus explicites que dans les 2 premiers. Ouais. Donc voilà, ça vient clore une trilogie qui est quand même passionnante. Virginie Despentes, Vernon Subutex. Jean-Laurent. Oui, alors moi j'ai 2 petits conseils. Du coup, Manger autrement, Stéphane Gacon, Thomas Griot. Donc c'est un petit recueil de textes qui... Au seuil. Au seuil, oui, avec La vie des idées. PUF. PUF, qui du coup croise les regards d'un économiste, un philosophe, une géographe, un agronome, etc. sur les problématiques très en vogue de manger autrement, manger mieux, manger moins gras, moins de viande, etc. Comment c'est une autre manière de faire de la politique, vraiment un sujet d'avenir, un grand débat d'avenir, et qui vient de sortir un atlas politique de la France sous la direction de Jacques Lévy, donc chez Autrement. Sous-titré Les révolutions silencieuses de la société française, avec beaucoup de cartes très originales et sur la France d'aujourd'hui. Parfait, merci. Laurent Bouvet. Alors moi j'ai deux petits livres qui vont ensemble avec une Marianne qui les unit, un bleu et un rouge, les grands textes de la droite et les grands textes de la gauche. Depuis la Révolution française, choisi et présenté pour les grands textes de la droite par Grégoire Franconi et pour ceux de la gauche, Grégoire Franconi et Jacques Julliard. Donc ce sont des recueils, donc c'est une réédition en poche, mais il y a eu quelques ajouts pendant la réédition d'un livre qui était déjà paru, donc aux collections Champs, Flammarion. Et dans ces temps un peu justement de troubles, de difficulté à reconnaître sa droite de sa gauche. Là, ça permet de bien savoir où on se situe, d'avoir une sorte de généalogie de la droite et de la gauche. Alors Macron, il est où là-dedans? Il est en rouge, en bleu? Et Macron, il est dans le volume qui viendra entre les deux et qui sera blanc. Il n'existe pas encore. Bleu, blanc, rouge, évidemment. Donc c'est vraiment des recueils, et c'est pas uniquement pour les étudiants, mais je conseillerais ça bien sûr à mes étudiants, mais c'est vraiment des recueils très utiles, avec des discours, avec des extraits de livres, avec des journaux, avec des choses très bien choisies. Ok, parfait, très bien. Champfleury-Marion. Catherine. Moi j'ai choisi le tout dernier numéro de la revue 21, qui contient un dossier que je trouve il faut lire. Dossier Nos crimes en Afrique. Voilà. Je sais qu'on en a un peu parlé, mais je pense que c'est bien d'enfoncer le clou. Il y a donc un texte Au cœur de nos ténèbres de Christophe Boltanski, un dossier sur Thiaroye, puisqu'il y a une historienne, Armelle Mabon, qui revient sur cette question-là, qui a soulevé l'omerta qui a existé à ce sujet. Alors, il y a un dossier sur le Biafra, dans les années 60, et puis il y a le dossier de Patrick de Saint-Exupéry qui revient sur la fameuse opération turquoise, sur la question de la complicité française de génocide, en évoquant plus précisément la note accablante que Hubert Védrine a posée sur un des papiers pour demander à ce que, malgré toutes les informations qui montaient et qui s'accumulaient, on réarme ceux-là même qui venaient de commettre le génocide. Donc je pense que c'est très important de regarder ça et puis de bien se saisir de ce que ça signifie à un moment où on a quand même un président qui a prêté une oreille plus qu'attentive à Hubert Védrine. Et quand la personne porte de telles casseroles, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et les dernières propositions, en particulier sur le rapport à Poutine, à la Syrie, etc., de Macron, moi je les trouve extrêmement problématiques et inquiétantes. Rappelez juste que Patrick Saint-Exupéry, qui est donc un grand reporter ancien du Figaro, a travaillé depuis plus de 20 ans quasiment sur la question et a fait un livre important sur le sujet justement, et donc il enfonce le clou, le dossier, voilà. L'inavouable plutôt. Voilà, l'inavouable, exactement. C'était un livre incroyable. Oui, il était au Rwanda en juin, au moment de l'opération turquoise, il ne s'est jamais remis de ce qu'il a vu et entendu. Donc la revue 21, éditée par les Arènes, voilà. Moi, je n'ai pas la couve, mais c'est un petit livre que je vous conseille, de Maurice Darras, qui s'appelle « Qu'est-ce que la misogynie ?» qui est une étude un peu sur, justement, à la fois historique, anthropologique, sur pourquoi la misogynie reste encore un fait social, j'allais dire, indépassable. Et notamment aujourd'hui. Voilà, c'est un petit livre que je vous conseille qui est vraiment intéressant. France, ou alors dans le monde entier, mais la société française est présente. Voilà. Maurice Darras, c'est chez Arquet, éditeur. Voilà, on arrive à la fin de cette émission.
On remercie tout le monde, nos partenaires, Slate, Site Les Influences, la Fondation Jean Jaurès, Paris Diderot, et toute l'équipe technique. Et on se retrouve, je pense, à la rentrée, parce que je crois qu'on arrive au mois de juillet, donc normalement on s'arrête juillet-août. Donc on se retrouvera, j'imagine, en septembre, où déjà on commence à recevoir des centaines de livres. Donc il y aura une rentrée évidemment assez riche encore en essais. Merci bien, à bientôt, au revoir.